Bonjour à tous. Bonjour de Genève. Je vais parler ici de ce qu'est la géoingénierie et je vais donc vous faire un tour de l'histoire de ces alternatives dans la politique climatique pour vous expliquer là où nous en sommes aujourd'hui et regarder un peu les récits clés et les risques liés à certaines techniques de géoingénierie spécifiques. Et je vais vous parler de la science climatique, puisque bien sûr, on parle aussi du GIEC et je vais vous dire ce que le GIEC dit précisément. On va parler aussi de gouvernance restrictive et on va parler aussi de certaines luttes, certaines résistances qu'il y a au sein de la société civile en matière de géoingénierie. Donc, voilà, très rapidement, et il y aura du temps pour les questions-réponses après. Donc, qu'est-ce que c'est la géoingénierie? Clive l'a déjà mentionné, donc juste pour être clair sur ce que je veux dire, c'est donc une série de technologies destinées à intervenir de façon intentionnelle et à modifier les systèmes terrestres sur une échelle très très large, et particulièrement pour manipuler le climat, pour contrer certains symptômes du changement climatique. Et généralement, on entend parler de deux différentes approches, donc la géoingénierie solaire et l'élimination du carbone, mais il y a différentes façons de les catégoriser, ces différentes technologies. Il y a différents angles de regarder tout ça, et je trouve que c'est très intéressant de voir ça. Il y a finalement les interventions au niveau de la Terre, de l'atmosphère, des océans, et les interventions visant à la restauration des écosystèmes. Et aussi, il faut distinguer entre les approches qui sont liées à la capture du carbone, à l'élimination du carbone, et les approches qui visent la restauration des écosystèmes. Donc là, maintenant, je vais vous donner un peu plus une vue d'ensemble. Donc là, ça ne vous montre pas toutes les approches, mais une certaine façon de classer tout cela. Vous voyez qu'en haut, on a donc les interventions solaires atmosphériques, il y a les interventions au niveau maritime, et à gauche, on a les technologies de gestion du rayonnement solaire pour vraiment modifier la radiation du soleil. Il y a aussi donc l'élimination des gaz à effet de serre et du gaz carbonique. Ce qui ne rentre pas vraiment dans cette discussion sur la géoingénierie, c'est la modification du climat, par exemple l'ensemencement des nuages. C'est quelque chose qui se passe à un niveau beaucoup plus local. Pour nous, ça ne rentre pas dans la même catégorie. Bien sûr, il y a un lien. Et ensuite, la capture et le stockage du carbone, ou le captage, le stockage, l'utilisation du carbone. Ce sont d'autres types de technologies. Donc là, vous voyez, qui ne rentrent pas forcément dans cette définition. Donc là, vous voyez beaucoup d'interventions comme l'injection de particules dans la stratosphère, c'est ce que Clive mentionnait. Et je vais revenir sur certaines d'entre elles, donc un peu plus en détail. Donc, ce que je trouve qui est très important à comprendre dans cette discussion actuelle sur la géoingénierie, c'est de voir au niveau de l'historique des politiques du climat, de voir quel virage nous avons pris et quel virage nous n'avons pas pris, et voir là où nous en sommes aujourd'hui dans cette discussion. Et pour moi, c'est maintenant un chemin de plus en plus étroit que nous voyons maintenant. Et voilà les virages que nous avons pris donc en 92 avec la Convention des Nations Unies sur le climat. Donc, on a vu le problème, c'était les émissions, le carbone dans l'atmosphère, c'était quelque chose de très abstrait. On n'a pas décidé, on n'a pas dit que c'était le fait de brûler des combustibles fossiles, on n'a pas parlé de l'extractivisme et des autres causes racines. Ensuite, en 97, il y a eu le protocole de Kyoto et on a décidé qu'on pouvait
faire une sorte de commerce, d'échange de crédits carbone et qu'il y aurait donc, par rapport à ces processus industriels, le fait de brûler du charbon, donc 1 tonne de ça, ce serait pareil qu'une tonne de CO2, de carbone qu'on met dans le sol. Donc il y avait une sorte d'équivalence qu'on a établie à ce moment-là. Et cela nous a mis sur un chemin tout à fait étroit quand on regarde les solutions. Ensuite, il y a eu l'accord de Paris en 2015 et avec le concept du net zéro. C'est pas vraiment dans l'accord de Paris, mais c'est ce que j'ai c'est ce que j'ai interprété. Ça a découlé de l'accord de Paris. Et ensuite, on a parlé de l'élimination, de la suppression du carbone. Un nouveau concept, c'est une nouvelle façon de réfléchir, une nouvelle façon de décrire le problème. D'abord, en fait, on fait mal à la planète, ensuite on élimine. Et donc, notre chemin est devenu encore plus étroit. Et maintenant, on va prendre un nouvel virage et on va définir, on est sur le point de définir de nouvelles mesures avec les mesures sur la température. Donc, comment nous définissons un problème est très important par rapport aux solutions que nous pouvons imaginer. Et en ce moment, pour l'instant, nous sommes presque aveugles, nous avons des œillères et nous ne sommes pas capables d'imaginer de nouvelles solutions. Quels sont les principaux arguments avancés par les défenseurs de la géoingénierie? En fait, on nous dit que le dépassement de l'objectif en termes de température on ne peut pas l'éviter. Donc, il faut que toutes les options soient sur la table. Il faut que tout le monde mette du sien et que la recherche, ce n'est pas le déploiement, qu'il faut connaître mieux. Il faut aussi se préparer parce qu'il n'y a pas d'avenir sans risque. Donc, on sait que le changement climatique va en fait devenir de pire en pire. On sait que la géoingénierie a de très mauvais effets secondaires, mais il faut juste établir une bonne gouvernance. Ou alors, c'est beaucoup moins cher que de réduire les émissions. Donc ça, c'est un petit peu l'argument principal que nous entendons de la part des défenseurs de la géoingénierie. Ensuite, quels sont les principaux problèmes, les principaux dangers de la géoingénierie? Et ils sont réels. Eh bien, finalement, faire l'hypothèse que nous allons dépasser nos objectifs en termes de température et puis finalement retarder les réelles solutions, retarder le fait de supprimer progressivement les combustibles fossiles, par exemple, le fait de pouvoir utiliser la suppression du carbone à une grande échelle n'est pas une méthode prouvée et une méthode qui n'a pas fait l'objet de concertation. La géoingénierie solaire est une technologie très risquée, très spéculative, qu'on ne peut pas tester et qui n'est pas gouvernable parce qu'avec cette échelle-là, c'est ingouvernable. Et la géoingénierie ne peut pas traiter les causes racines. Elle traite seulement certains des symptômes. Elle détruit ou elle porte atteinte aux écosystèmes. Elle porte atteinte aussi aux moyens de subsistance. Elle viole les droits humains et le potentiel, le fait de pouvoir demander un consentement libre et éclairé. Elle demande aussi des infrastructures qui sont massives et qui consomment beaucoup de ressources. Donc, voilà ici quelques exemples. Là, quand on parle de géoingénierie maritime, qui vient d'une étude importante sur les principaux impacts de la géoingénierie dans l'océan. Comme vous pouvez le voir ici, il y a différentes approches qui sont abordées, comme le fait de cultiver des macroalgues ou beaucoup d'autres approches avec le fait d'injecter du CO2 dans l'océan. Et toutes ces technologies vont
vont altérer la chimie de l'océan, elles vont altérer aussi la chaîne alimentaire, elles vont apporter des nouvelles substances dans ce milieu et on ne va pas comprendre toutes les implications et on ne comprend pas vraiment. Donc, c'est un risque énorme pour les océans. On sait que les océans sont un puits de carbone. Donc, le fait de vraiment utiliser les océans comme un champ d'expérimentation pour ces techniques très risquées est totalement risqué et dangereux. Et là, vous voyez ici toute la recherche, l'expérimentation aussi sur l'adjonction d'alcalinité dans l'océan pour en fait donc pulvériser une sorte de poussière dans l'océan et les matériaux alcalins pourraient ainsi changer la potentiel d'absorption de l'océan parce que ça changerait la composition chimique de l'océan. Donc, cela affecterait également le climat au niveau mondial, d'après cette étude. Cela demanderait aussi d'extraire ce minerai de la terre et donc voilà l'échelle à laquelle on regarde. Donc, si ces approches devaient être utilisées, eh bien, ces approches devraient être massives, gigantesques. Elles utiliseraient des ressources massives. Maintenant, donc, l'injection d'aérosols dans la stratosphère, on en a déjà parlé. Et là, je voulais parler du risque de choc, puisque là, tous ces produits chimiques qu'on pulvérise dans la haute atmosphère, dans la stratosphère, resteraient moins de temps. Donc, il faudrait continuer à pulvériser ces produits pendant très longtemps, peut-être 100 ans, peut-être plus. Et il faudrait un système de gouvernance pour soutenir cela. Et si on arrête de faire cela, eh bien, il y aurait une augmentation des températures en fonction du niveau de carbone dans l'atmosphère. Donc, ce n'est pas gouvernable. On ne peut pas gouverner ce type d'initiative. Donc, il faut écarter cela. On ne peut pas du tout développer cette option et faire des recherches là-dessus. Ensuite, il y a une autre, donc là, d'autres applications ici. Donc là, on parle des 1,5 degrés avec la filtration du carbone dans l'air ambiant et les technologies de capture et stockage du carbone. Il y a maintenant des bassins aux États-Unis qui peuvent capturer, qui stockent le carbone. Ils veulent utiliser le carbone qu'ils filtrent dans l'air, ils veulent l'injecter dans le sol et ils veulent l'utiliser pour récupérer encore plus d'hydrocarbures à partir du sol. Et ce n'est pas du tout une solution climatique, c'est un modèle commercial et cela profite à l'industrie des énergies fossiles. Et là, il y a aussi des subventions. Donc ensuite, le GIEC. Donc, dans le groupe de travail numéro 2, dans le dernier rapport, regarde les impacts sur l'environnement et dit qu'on ne peut pas en fait faire confiance au seuil de 1,5 degré parce que tout impact serait potentiellement irréversible. Donc, il y a le concept d'impact irréversible qui est très important et on ne peut pas se baser sur les technologies qui ne sont pas prouvées. Parce que en fait, ces technologies peuvent être inefficaces, peuvent nous amener à un désastre. Et le groupe de travail numéro 3 qui regarde l'atténuation du changement climatique dit que ce serait très coûteux et en fait, on ne peut pas, voilà, c'est pas quelque chose que le gouvernance peut entendre, mais c'est ce que le GIEC dit et il parle aussi des risques technologiques de la suppression de carbone. Ensuite, les résumés pour les décisionnaires politiques qui résument toute la science du GIEC des dernières années. Et en fait,
Ils disent que des solutions existent, qui sont prouvées, qui sont disponibles actuellement et qui peuvent être déployées, mais l'économie des combustibles fossiles est menacée, donc ils doivent forcément combattre cela et ils veulent continuer à polluer. Donc, il est toujours possible maintenant de limiter le réchauffement mondial à 1,5 degré, mais et chaque fraction d'un degré compte et c'est mieux d'aller d'aller un petit peu au-dessus de 1,5 degré, d'agir après, que de faire quelque chose qui est très risqué. Ensuite, on peut penser qu'il n'y a pas de gouvernance de la géoingénierie. Il y a deux choses ici que je voudrais dire, ce qui est très important pour notre travail en tant que société civile. Donc, la Convention sur la biodiversité, la diversité biologique, sur la fertilisation des océans en 2010, c'était vraiment une décision de consensus clé avec une décision de moratoire de facto sur toute la géoingénierie en 2010. Ils ont reconfirmé cette décision plusieurs fois. Et ensuite, il y a le protocole de Londres, la Convention de Londres, dont on a parlé avec l'Organisation maritime internationale, pour vraiment avoir une gouvernance de la géoingénierie maritime. Ils ont fait vraiment une étude là-dessus et ils ont pris une décision. Donc, ils ont mis la fertilisation des océans en tant que technologie, la géologie marine, et ça, c'est interdit. Et parfois, certaines de ces mesures n'ont pas encore été prises et ne sont pas encore en vigueur. Et on voit que cette technologie est toujours proposée et c'est important dans ce protocole de Londres. Ils regardent aussi comment ils peuvent réglementer certaines technologies de géoingénierie. Il y a aussi les remontées d'eau artificielles, la culture des macroalgues, l'éclaircissement des nuages marins, etc. Donc, je terminerai sur le fait de parler très brièvement de la société civile. Que fait la société civile? Nous sommes le centre pour le droit environnemental et donc nous faisons partie de cette alliance qui travaille sur les questions de géoingénierie et en fait, nous avons créé ce manifeste qui a été lancé en 2010 et qui s'est concentré sur la participation. Donc, plus de 200 organisations dans le monde résistent et s'opposent à toute géoingénierie et il y a de plus en plus de soutien à cette initiative. Donc, la résistance à la géoingénierie, l'opposition à la géoingénierie, et il y a tout un réseau de la société civile qui s'oppose à cela avec des positions spécifiques sur la gestion du rayonnement solaire et aussi la capture et le stockage du carbone. Il y a aussi des groupes de populations autochtones qui se mobilisent contre la géoingénierie un peu partout. Il y a aussi, je vais vous montrer aussi des exemples de cette résistance. Il y a eu donc, il y a eu aussi donc le Scopex, le projet Scopex, un des principaux projets de géoingénierie solaire. Ils voulaient tester leur équipement pour décharger, rejeter des produits chimiques dans l'atmosphère à partir de la Suède. Et il y a eu le Conseil des Samis en Suède qui a organisé une résistance à ce projet et qui a organisé des actions de lobbying, qui a réussi à faire annuler ces vols et qui a aussi permis de mobiliser tous les peuples autochtones de par le monde. Ils n'ont pas encore reçu de réponse,
Vous voyez des populations autochtones ici, des membres de communautés autochtones qui se mobilisent contre des projets par rapport à projets menés dans l'Arctique avec des matériaux réfléchissants, des billes de silice. Et donc, maintenant, ce fondateur de ce projet a créé un nouveau projet pour tester une nouvelle technologie en Inde sur des projets de glaciers pour refléter la lumière encore. Et donc là, vous voyez ici quelques exemples de mobilisation de la société civile et des peuples autochtones. Et là, finalement, en Canada, et là, c'était pour tester l'amélioration de l'alcalinité des océans. Il y a un groupe qui se mobilise, et il y a eu d'autres agences de protection de l'environnement au Royaume-Uni qui sont très mobilisées aussi au Royaume-Uni, très inquiets sur ces nouveaux procédés. Voici mes coordonnées si vous voulez en savoir plus et si vous voulez partager des informations avec moi. Merci beaucoup. Thank you so much.